Beatus sanctus Seculi, servire Godus in ut iame canem vivetas, ne perdebemus convicti. Caste parentis viscera, celestis intra gratia, venter duelli baiurat, secretaque non loderat. Donus benedicimentoris, templum clemente fide, in taga nesciens virum, verbo concepit Filii. Enix aes tuera, quem Gabriel diceva. Oui, c'est pour vous introduire au sujet. Nous nous trouvons, Christophe, vidéaste et moi-même, que je te nomme pas. Ah bon? D'accord. Ouais. Ouais. Nous sommes ici Tu veux que je commence avec ça? Ouais, mais par exemple, dans les jardins de la faculté de théologie, anciennement, en fait, Ouais. D'accord. Alors, nous nous trouvons actuellement dans le parc de la faculté de théologie actuelle, qui fut autrefois la maison de la famille Gide. Donc, on peut imaginer ici André Gide, le futur écrivain, et son frère Charles, qui jouent dans ce beau parc, ce magnifique jardin. Et nous y sommes donc avec les mêmes soleils et les ombres des arbres autour de nous que celles de l'année 1890-1900, qui était celui de la jeunesse des Gides. Donc pourquoi cette faculté de théologie? Pourquoi venir ici pour parler de la justification, puisque c'est le thème que nous avons convenu d'aborder aujourd'hui un petit peu. La justification, je ne suis pas qualifié théologiquement parlant pour en traiter. Donc l'auditeur, spectateur me pardonnera mes imprécisions et mes manques de connaissances. Je voudrais simplement dire 2 ou 3 choses qui relèvent d'une réflexion personnelle qui me suit depuis quelques années et que je retrouve au tournant quand je crois m'en être débarrassé, qui nous ramènerait 75 ans en arrière, c'est-à-dire dans les années 42, 43, 44, donc juste avant la fin de la guerre. Je parlerai peut-être d'Oradour, dans le sens où le vieux professeur Aimé Forest, qui était titulaire de la chaire de philosophie en 1960 encore, a eu ses 2 fils tués à Oradour. Et toute sa vie, il me disait, il était un très fervent croyant catholique, auteur d'une remarquable thèse sur Maurice Blondel, et il me disait que tous les matins, il priait pour l'âme de ceux qui avaient été les assassins de ses 2 fils, et d'une manière générale pour l'âme de tous les assassins. Et alors il avait une question,
qui n'a jamais pu résoudre, je ne ferai pas mieux, c'est que peut-on dire qu'un criminel, qu'un assassin soit justifié? Est-ce que la justification dont il semble, à mon avis, être parlé dans l'Évangile, notamment celui de Jean, chapitre 6, est-ce que cette justification promise à tous dès avant notre naissance, la prédestination, si je ne me trompe pas, est-ce que ce salut, cette grâce qui nous sont données dès notre naissance sont mérités? Est-ce qu'il s'agit de notre mérite? Et si ce n'est pas notre mérite, alors de quoi s'agit-il? Et M. Forest disait que c'est une question à laquelle il ne pouvait pas répondre. C'était à la grâce de Dieu. Parce que les hommes ne peuvent pas juger. Nous sommes par nature incapables de juger de ses intentions divines. Ici, ce serait pour reprocher à Dieu de ne pas avoir sauvé les innocents, par exemple. Et donc, qu'est-ce que c'est être justifié, quoi? Est-ce que ça soulève la question de la grâce, savoir si elle est acquise dès avant notre naissance, et peut-elle être perdue? Est-ce que quel est l'enjeu? C'est celui de la foi. Je vois M. Forest vivre sa foi, continuer de vivre sa foi. Il n'a jamais désespéré, totalement. Il a désespéré, oui, mais jamais au point que ça le fasse taire et que ça puisse l'éteindre. Il a eu beaucoup de courage, quoi. Donc c'était le pasteur Jean Cadier qui m'avait amené chez M. Forest. Et pourquoi ça? Parce que là, je suis obligé de reconstituer un petit peu ce qu'avait pu être leur échange. Je n'étais pas présent à ce moment-là. Mais ils se connaissaient et Cadier connaissait assez bien mon regretté père Théodore Price, qui était professeur de Nouveau Testament fraîchement nommé à Montpellier en 42-43 et qui avait quitté l'Alsace et sa paroisse de Guebwiller, il est là jusqu'à fin 42. Il s'en va clandestinement, il passe en Suisse, va voir Karl Barth à 7h du matin chez lui à Bâle, et ensuite passe par Lyon. Il est raflé dans la rue, amené dans le local de la commandanture avec le sinistre Klaus Barbie. Heureusement, personne ne le fouille parce qu'il a des papiers sur lui qui peuvent montrer qu'il est alsacien et donc fuyard, etc. Il est finalement relâché, ils ne savent pas pourquoi. Ces 30 otages qui avaient été raflés sont relâchés le lendemain ou le jour suivant, et il finit par rallier Montpellier en passant par le Queyras. Et à Montpellier, donc, il va prendre son poste de professeur de Nouveau Testament et travailler comme ça, et participer à la résistance par le maquis des Seigneurs qui est dans le Tarn, et donc il est en contact aussi avec le major Flandre, avec tout ça avec son ami Jean Cadier. Et Jean Cadier, connaissant le rôle de mon père en 1942 à Guebwiller, m'avait amené chez M. Forest pour que je lui raconte plus d'éléments, que je lui donne plus d'éléments. À Guebwiller, les catéchumènes de 14-15 ans ont été mobilisés. Ce sont les malgré nous, ce qu'on appelle les malgré nous. Et donc, ils ont été mobilisés en 1944. Ils ont été mobilisés en 1944 et en 1945, sachant qu'Oradour a lieu le 4 jours après le 6 juin, qui est le débarquement de Normandie. Donc, d'ailleurs, cette division allemande qui massacre Oradour, c'est la division Das Reich. Elle va être envoyée en Normandie. Très rapidement, ils n'auront plus ni munitions ni carburant et vont donc tous être massacrés par les Alliés qui avancent. Alors il faut savoir que si je parle de tout ça, c'est parce qu'il y a un lien. Le lien, c'est celui des catéchumènes de mon père qui ont entre 14 et 17 ans, qui sont recrutés de force. Enfin, les familles ne pouvaient pas s'opposer à ça, quoi.
2 soldats venaient taper à ta porte, quel âge a ton fils? Et hop, et on emmenait le gamin. Et on en faisait un SS en très peu de temps, en quelques semaines. Sachant que pour la moindre désobéissance, c'était une balle dans la tête par l'officier. Donc désertion, désobéissance, etc. étaient punis de la peine capitale directe. Alors ça, c'est pour expliquer l'état d'esprit des jeunes gens qui vont être... l'officier de référence à l'époque, je ne sais plus son nom, qui est aussi un Alsacien d'origine, lui, il a fait le front russe, la campagne de Russie, il a vu tous ses compagnons mourir. Il est devenu capitaine parce qu'il n'y avait plus personne dans le régiment, il n'y avait que lui. Et là, il se retrouve avec une bande de jeunes. C'est littéralement ça qui se passe. Il y a lui comme ancien, un ou 2 autres anciens, et les jeunes. Et ce qui se passe, c'est il leur dit, vous allez voir ce qu'on a fait en Pologne. Effectivement, en Pologne, l'armée allemande a brûlé et massacré près de 700 villages. Alors, les gens étaient mis dans l'église, lance-flammes, etc. Et il a dit, on va faire un jeu, et vous allez voir, vous allez faire ce que nous avons fait en Pologne. Et c'est ça qui est un petit peu troublant quand on voit. Et c'est un philosophe, donc, qui a fait une très bonne thèse. Et on s'est rencontrés assis à la terrasse une des terrasses de l'Esplanade, le long du boulevard qu'on appelait le Bonne Nouvelle il y a quelque temps. Et il s'appelle Nzinzi. Et donc, on a commencé à parler, et puis on s'est aperçu qu'on était tous les deux versés dans un petit peu, lui plus que moi, dans la philosophie. Et ça lui a fait plaisir, etc. Et là, on a commencé à parler ensemble. Et je lui ai dit que j'avais un projet que j'aimerais bien réaliser, c'est de produire des œuvres, ce que j'appellerais un peu pompeusement, des œuvres complètes concernant les écrits de mon regretté papa, Théo. Et Nzinzi a été tout de suite intéressé, donc du coup je lui ai passé ses textes, les principaux, numérisés. Donc ça s'appelle Le Fils de l'homme, ça s'appelle La vie en Christ, ça s'appelle La justification selon Jean VI, c'est un article ça. Et donc il y en a quelques autres. Durée et philosophie religieuse, qui sont en mémoire de thèse, comme on disait en 1934 à Strasbourg, mais ça correspond aux maîtrises et comment on appelle ça maintenant, les Master 1. Bon. Et donc, Durée et philosophie religieuse, c'est un texte assez remarquable, sachant que c'est un gamin de 24 ans qui écrit. Je peux traiter mon père de gamin, je ne m'en prive pas. Et donc, il écrit, il parle, 1934 aussi, il parle de Lévinas. À ma connaissance, Lévinas a été beaucoup plus connu après 1945 qu'avant. Donc ça, c'est un travail qui examine, au fond, qui reprend les grands concepts de Bergson. Pourquoi philosophie religieuse? Dans la seconde partie du titre, donc durée c'est le temps, c'est plutôt la longueur de temps. C'est une notion dynamique du temps, qui n'est pas... Le temps, c'est celui des horlogers, etc. Mais il y a le temps que dure, on dit une fraction de seconde, dans le cas d'une surprise, etc. Toutes ces modalités sont bien des modalités du temps, mais pas nécessairement des horloges. Et la durée, c'est un concept assez riche pour être développé pas mal. Alors ça, c'est le premier écrit d'une certaine consistance qu'il est produit. Ensuite, il y a un autre écrit qui est très intéressant pour notre propos de tout à l'heure sur la justification. C'est celui qui s'appelle « Le témoignage intérieur du Saint-Esprit ». Et ça, c'est un plaidoyer pour nous aider à redécouvrir en nous-mêmes
ce que certaines traditions appellent l'imago Dei, l'homme créé à l'image de Dieu, de son Dieu. Donc le témoignage intérieur, c'est une notion, une approche très riche de cette question, de savoir si l'esprit est en nous depuis le début, avant notre naissance, ou bien l'esprit ne vient qu'avec la conversion éventuelle future. Alors encore une fois, ce sont ça m'apparaît comme des thèmes qui sont en connexion. Ils sont faits pour être compris dans un mouvement, comme une dynamique. Il y a donc des balancements d'un côté à l'autre, tantôt oui, tantôt non. Et ce sont des mécaniques très, très fortes, mais du point de vue logique, c'est pas très simple d'organiser tout ça. Donc le projet discuté avec Dinzi, il va terminer la lecture des textes que je lui ai remis à sa demande, et puis il va me dire assez bientôt comment il pense qu'on pourrait y arriver, quoi. Donc ce que je proposais tout à l'heure, c'est qu'on puisse avoir, pas aujourd'hui puisqu'il n'est pas là, mais un jour prochain, dans pas trop longtemps, qu'on puisse se réunir devant cette caméra et que Zinzi et moi, on puisse discuter ensemble de différents sujets. Je pense que ça ne va pas manquer parce que c'est un garçon à la fois très rigoureux et très prolixe. Il est prolixe, très bavard, comme peuvent l'être certains Africains qui sont extrêmement doués pour la parole et pour la communication orale, et plus que doués, en patéba, etc. Et il connaît, lui, parfaitement, beaucoup mieux que moi, la grande littérature et la petite de l'Afrique. Et aussi, il y a encore à discuter, il est capable de faire des projections pour un programme, d'aller jusqu'à trouver l'éditeur, quoi. Il va falloir qu'on fasse un démarchage. On va voir si on arrive à le... Sinon, il faudra le publier par nous-mêmes. Mais on espère avoir un peu de succès si on présente les choses comme elles peuvent être présentées du mieux possible. Voilà, ça c'est un premier projet. Le second, ce serait de faire la même chose, au fond, avec tout ce que j'ai pu écrire moi-même, de mon côté, à mon tour. Et donc, de ramasser ça, ce sont des textes qui actuellement sont dispersés. Parfois, il faut les articuler les uns aux autres encore. Dans d'autres cas, il faudrait tailler un peu. Bon, il y a des textes qui peuvent être utilisés éventuellement, mais c'est pas nécessaire que tout soit repris. Sur l'ensemble, je crois que j'ai dû numériser, enfin mettre sur support informatique à peu près un gros tiers de tout ce que j'ai pu écrire, le reste étant un manuscrit papier. Et donc, les thématiques, cette fois-ci, c'est plutôt, je parle de ville, qu'est-ce que la ville, quoi, en quelque sorte, cette question, je la reprends à ma façon. Et puis, la mémoire. La mémoire, alors, c'est pas forcément la mémoire dans les villes ou la mémoire de telle ou telle ville, c'est un travail continu de notre entendement lorsque nous marchons dans une ville. Ça peut aussi s'appliquer évidemment ailleurs que dans des villes, que dans des paysages urbains. Le cheminement, il y a une réflexion comme ça sur le cheminement. Et le rôle de la mémoire, c'est entre autres de ne pas oublier un chemin par lequel je suis passé. Je sais revenir sur mes pas. Je sais me perdre, mais j'ai en mémoire différentes astuces pour ne pas me perdre, pour retrouver ma route. Par exemple, la mousse se trouve toujours du côté nord du tronc pour un arbre. Et ça, dans les endroits où il y a de la mousse, ça te renseigne sur les points cardinaux. Donc ça fera partie, toutes les techniques d'orientation feront partie de cette mémoire de la ville. Je ne la prends pas dans le détail technique, cette mémoire-là, de toutes les façons d'organiser ton orientation quand tu te promènes quelque part ou quand tu cherches une destination. C'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de faire apparaître comment
nous vivons dans la durée précisément, et ça signifie ici que la mémoire nous assiste sans arrêt, nous cultivons notre mémoire. Nous cultivons notre mémoire des lieux et nous cultivons aussi la mémoire des autres, de ceux qui sont là, que nous rencontrons parfois et qui parfois sont absents. Donc cette absence-présence, et il y a un remarquable travail sur la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience? Il y a la fameuse histoire, la petite histoire que raconte Sartre dans L'être et le néant. Je suis assis au café, il s'agit du café Flore, et j'attends mon ami Pierre. Et je suis à cette table, et pour moi cette table n'est plus une table. Ça n'est pas une table. Néantisation, c'est ce qui me rappelle que mon ami Pierre va venir. Donc ça n'est pas une table. Le concept, cette histoire raconte bien, montre ce que c'est que le concept dans le cas d'une table et d'une absence de Pierre qui va venir et qui à ce moment-là fera devenir cette table. C'est là qu'elle sera pour soi. Donc il y a cette explication de Sartre assez pointue. Je me suis peut-être trompé d'ailleurs, les philosophes me pardonneront, je l'espère. Mais ça me paraît frappant, cette conjonction, cette mise bout à bout de ce qui est l'absence et la présence de l'absent qui va venir. Il est déjà présent dans mon attente. C'est parce que je l'attends qu'il va se faire attendre. Mais c'est parce que je l'attends que j'oublie que je suis ici devant une table. Il se trouve que je suis pas de... Là, il n'y a pas de table immédiatement, il y a le micro sur mes genoux. Mais je ne peux pas oublier qui j'attends. Ah, et voilà la table qui arrive. Ah, elle n'est pas venue toute seule. Hein. Merci. Donc, se mettre à table, je vais me mettre à table. Et il faut savoir maintenant quel ami j'attends. Puisque mon ami est déjà là, donc je ne vois pas ce que j'attends encore. Bon. Ah oui. Ah oui. Il manque plus qu'à commander 2 cafés, c'est bon. Ah ouais, je peux appeler Christophe, oui. Allô Christophe? 2 cafés, verre d'eau. Ouais. Le café du Dôme est pas mal quand même. Le Lavazza, là. Ah oui. Ouais. Je trouve un peu acide. Mais il est trop acide. Trop acide. Ouais. Enfin. Là, ça tourne. Même pas envie. Oui, on disait que le café est trop acide. Quand il est trop acide, c'est pas très bon. Non, c'est sûr. Ouais. Puis ça c'est pas bon au niveau du goût déjà. Il y a, Ah, c'est amer. ouais, c'est même pas amer en fait. Bon, l'amertume, ça pourrait être une qualité du café, mais là en fait, il s'agit bien d'acidité, quoi. Il y a une note aiguë, acide, en plein Ouais. centre Aïe. du goût du. Parce que bon, j'en ai bu souvent. Hein, et ouais, bon, bon, mais globalement, il est bon. Il est quand même supérieur à beaucoup d'autres cafés, quoi. Mais bon, néanmoins, c'est pas la perfection, quoi. Cette petite pointe d'acidité centrale qui... Ça gâche le plaisir. Oui, voilà. C'est la douceur qui est agréable, c'est le velouté. Dans Oui, un bon bon, café. là il faut que la machine soit au point, quoi. Quand elle est à la bonne température, etc. Bon, en fait, bon, de toute façon, ça se remarque à la mousse, hein. Quand il y a la petite mousse sur le dessus, Ouais. il va être bon, mais Il est bon, bon. si tu vois bon, que là, il y a très peu de mousse, etc., c'est que bon, beaucoup de cafés ont été faits, et la machine est trop chaude, Ouais. et bon, Elle tourne trop. Oui. ouais, voilà. Bon. Là, mais tu te posais une question intéressante. Comment écrire le monde? Est-ce qu'on peut prétendre, c'est ce que tu disais, hein, C'est ça, oui. est-ce qu'on peut prétendre écrire le monde? Ouais. Et moi, je t'aurais rétorqué que bon, que les gens qui travaillent au monde, en fait, se posent pas la question, et qu'en fait, de fait, ils écrivent le monde. Enfin, Ouais. d'après, voilà. Non, mais c'est une fabrication Oui. journalistique. Oui, oui. Leur Oui. monde
le Die Zeit en allemand, c'est Oui. l'équivalent du Monde en Mhm. français. Le Frankfurter, etc. Tu peux Ouais. citer la presse américaine, le Time Magazine, C'est l'esprit le du New temps. Yorker, Tu parles de etc. Zeit. Ouais, Ça- ils écrivent l'esprit du temps, mais bon. Est-ce qu'ils Oui. écrivent le monde en... Est-ce que c'est bien le monde-ci qu'ils écrivent? Bah, d'une Ouais. certaine manière, oui. Enfin, si on Ouais. reprend le concept heideggerien d'époque, quoi. Ouais. Enfin, c'est un fait. Bon, il y a Stéphane Zweig qui a écrit Le Monde d'hier. Et bon, Ouais. il raconte le monde du début du XXe siècle. Et Mhm. à ce moment-là, effectivement, il écrit le monde, quoi. Avant Mais la guerre de 14. voilà, Oui. c'est sa mémoire qui se met à parler. Et en fait, bon, il décrit les grandes caractéristiques de ce qui constituait l'époque. Oui. Par rapport à... Tu parlais tout à l'heure de durée, de temps. Et donc, bon, il parle du rapport au temps, Mhm. de l'espace aussi, puisqu'en fait, au début du livre, il raconte que son grand-père, en fait, n'avait pas été plus loin qu'une vingtaine ou une trentaine de kilomètres autour de son village, Mhm. et que son père, lui, avait été à la ville, qui était un peu plus loin, Mhm. et que lui, en fait, bon, il a été sur d'autres continents, en fait, Ouais. en 3 générations, en fait, le rapport au monde. Donc, bon, finalement, Ouais, là, la c'est- façon de se raconter le monde, enfin, de s'inscrire dans le monde, sans parler de l'écrire, avait changé très rapidement. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, Dans le- effectivement, ouais, je suis content d'apprendre qu'on va avoir un interlocuteur à cette même place la semaine prochaine. Mhm. Et Oui. bon, je m'en fais une joie. Merci. Maintenant, bon, pour la deuxième partie du programme, je ne sais pas si on aura le temps cette année, quoi, mais bon, Mhm. cette première proposition, je pense que ça peut être intéressant, effectivement, de faire des entretiens avec ce monsieur. Ouais. Voilà. Oui, on va Parce que voir bon, sur pour quelle l'instant, thématique. pour On l'instant, discutera tous les deux, hein, parce Oui, que c'est d'accord. égalitaire. bien sûr. Mais oui, c'est une question qui quand même, c'est une question qui m'intéresse depuis un certain temps. J'arrive pas non plus toujours à percer les murs et les parois. Je ne suis pas encore taoïste, en tout cas pas assez entraîné, parce qu'eux, ils savent traverser les parois. Mais cette réflexion, ça tourne comme ça. Est-ce que nous sommes toujours dans le narratif? Autrement dit, nous sommes décalés. Comme disent certains populistes, les intellectuels sont dans leur tour d'ivoire, ils ne comprennent rien à rien, parce qu'il n'y a que la fabrication manuelle qui compte, ou technique. Et donc, Y a-t-il de l'humain sans histoire? Ouais. Le narratif. ouais, Je pense que hors du narratif, on passe à d'autres mondes, quoi, qui sont périhumains, quoi, ouais, autour de l'humain. Mais bon, l'humain en soi, c'est essentiellement narratif, je pense. ouais. Donc bon, si après on se met à parler de la vie sans aller jusqu'aux monades, mais bon, de la vie des micro-organismes, etc. Mhm. Bon, là oui, on est dans des inframondes qui en fait sont assez éloignés de la narration, quoique bon, de notre point de vue, il y aurait toujours quelque chose à en dire, quoi. C'est-à-dire que Mhm. il y a dans 1000 plateaux de Gilles Deleuze, il parle d'une femme écrivain québécoise qui s'appelle Pierrette Fleutiot. Mhm. Pierrette Fleutiot qui écrit en fait sur les variations d'optique concernant en fait les mondes qui sont autour de nous, quoi. Enfin, bon, Mhm. voilà, elle va faire des digressions sur ce qui se passe au milieu des cailloux qui sont autour de nous, à l'intérieur de cet arbre, au niveau de ces échanges cellulaires, et voilà, de ce qui se passe après bien plus haut, au niveau des échanges stellaires en matière d'énergie et d'attraction magnétique ou photonique. Mhm. Le silence infini des sphères. Oui, qui est bruyant d'après ce paraît. que racontait Hubert paraît. Reeves. Ouais. Il prétendait. Oui, oui. Non, c'est cette fameuse question au début était le logos, quoi.
C'est-à-dire, ça c'est une façon comme une autre, enfin, c'est spécial, mais c'est une façon d'évoquer la question. Est-ce que ça veut dire, est-ce que le monde est ordonné comme un discours? Et ça veut dire aussi, est-ce que le monde tel que nous le percevons, dans notre entendement limité, est-ce que ce monde-là existe ou non? Est-ce qu'il est seulement dans notre entendement, enfermé dans nos fantasmagories, etc. Ou bien est-ce que c'est quelque chose d'agissant, d'un principe actif très puissant? Et il est vrai que la parole peut aussi être... On peut en revenir à l'époque. Bon, maintenant, on n'est plus au début du XXe siècle, on est à la fin même dépassé. Et bon, maintenant, on en est vraiment au début de ce qui est en train de devenir la physique quantique. Et donc, bon, les prémices avec Schrödinger, etc., ont été dépassées. Et maintenant, on a des chercheurs comme Henri Guillemant. Non, c'est pas Henri, c'est Philippe Guillemant, en fait, le physicien, qui répond à ce type de questions aujourd'hui par rapport aux préceptes de la physique quantique. Et voilà, donc bon, en fait, ça me fait me souvenir d'une conférence que j'avais filmée au Dôme, que tu avais animée. C'était un café théologique avec un jeune thésard en fait qui faisait un travail, enfin une thèse sur Whitehead. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, et donc bon, voilà, il débattait de ce type de questions aussi. C'était de manière très pointue en ce qui le concernait. C'était bon. Bon, en fait, il en était, je pense, bon, ouais, je sais pas si c'est, enfin, il a laissé l'auditoire un peu perplexe, mais moi, c'était sans doute bon, mais c'était ardu. Les auditeurs n'ont pas tous apprécié. Bah, c'était quand même très pointu. Hein, donc, la forme, le fond. Il y a beaucoup de philosophes qui restent à lire. Parce que moi, j'ai très peu Whitehead, très peu lu. Pas assez pour m'en souvenir maintenant. Moi, c'est Deleuze qui m'y a conduit en fait, hein, donc je me suis un petit peu intéressé. Bon, j'ai pas approfondi, j'ai survolé quelques bouquins en fonction des didascalies qui étaient données par Deleuze dans ses bouquins principaux, notamment en fait le dernier, Qu'est-ce que la philosophie, et puis sa thèse de doctorat aussi sur différence et répétition. C'est là où il parle de Whitehead. Tout à l'heure, on en avait parlé une fois. La première fois que je la voyais concrètement, la bibliothèque, tu m'avais parlé de la bibliothèque de la fac de théologie. Donc ce serait peut-être bien que tu me permettes, qu'on y aille tout à l'heure pour que peut-être que je peux avoir une carte de lecteur. Ah oui, il faut payer. Puis, bon. Faut la payer. D'accord. C'est combien? D'accord. Moi, je ne l'ai pas. Ah, d'accord. Parce que j'ai assez de bouquins à la maison. D'accord. Okay. Parce que la dernière fois, je te parlais de mon envie de me replonger dans Kierkegaard. Ça doit pas être et très cher. Les bouquins sont chers sur Amazon, en fait, ceux qui sont intéressants. C'est-à-dire, c'est 40 euros, 40 euros pièce, un peu plus de 40 euros même pour certains. C'est un peu cher. Donc pour l'instant, en ce moment, c'est pas... Moi, j'ai fait une recension d'un petit livre de Kierkegaard qui avait été retiré, tiré de nouveau, dans les années 80, je ne sais plus quelle année exactement. Le directeur à l'époque, Daniel Lys, de la revue qui est publiée ici, Études théologiques et religieuses, m'avait donné le bouquin. Ça s'appelle Chrétien incognito, le titre est de Kierkegaard. Et pour moi, ça, c'est depuis que j'ai ce bouquin, j'ai fait une petite recension. Donc. Ça fait partie des bouquins que j'ai envie de lire ceci. Ça, le Chrétien incognito, pour moi, c'est la pierre angulaire. C'est la première pierre de mon propre édifice concernant le sens de la foi, la grâce, etc. Toutes ces notions-là, que j'appelle, si tu veux, des notions cardinales, mais sur lesquelles il faut avoir une démarche personnelle, quoi. C'est la démarche personnelle qui compte, c'est pas la vérité révélée qui est dans le ciel du dogme.
j'allais dire le ciel du dôme, mais c'est le dôme céleste, quoi. On ne peut pas se contenter d'affirmations définitives, entre guillemets. Il faut justement subir, et peut-être jusqu'au bout, la question taraudante qui continue de te tarauder, et tu sais qu'il n'y a pas de repos. Parce que ces questions-là te laissent sans repos. Alors, par rapport à ça, par contre, il y a des tactiques, il y a des choses. Kierkegaard dit beaucoup dans le sens de nous donner des... Je trouve très inspirant, quoi. Quand il dit le lys des champs et les oiseaux du ciel, quand il parle, enfin, c'est vraiment très original, très poétique. Et en même temps, je crois que c'est un des textes qui, pour moi, s'est montré le plus prolifique, le plus porteur, quoi, encourageant. Et ça, c'est une foi joyeuse, Kierkegaard, c'est pas quelqu'un de triste. Contrairement à l'image. Quand on dit le désespoir, tac, on dit allez, ça y est, c'est un La triste. façon dont tu l'es présenté Et dans le oui, cinéma, oui, à travers les poèmes de philo, ouais. c'est pas du tout. C'est un philosophe très joyeux. Il est associé visuellement, il est associé au cri de Munch. Ouais, souvent. oui, Alors que ouais, rien à voir. c'est la Scandinavie. Donc. Ouais, ça. Voilà, donc rien souvent à il voir. y a le cri de Munch pas loin des textes Ouais, de Kierkegaard. Et puis bon, lui, Kierkegaard, c'est l'amoureux désespéré. Donc en fait, bon, ouais. c'est l'image qu'en donnent des gens qui l'ont lu de manière Oui. très superficielle, quoi. Qui se sont contentés du titre. Et... Quand c'est lu comme ça, c'est perdu. Ouais, ouais. C'est un mystique, Kierkegaard, c'est très, très profond. Comme Saint Jean de la Croix, comme d'autres mystiques ailleurs, quoi. C'est pas... Et c'est un mystique, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la physique quantique, justement, du point de vue logique. Il n'adopte pas une logique mathématique ou physique. Par contre, oui, il se peut que la logique quantique nous ramène à quelque chose de ce genre. Parce qu'il dans parle... la logique quantique, il y a un côté un petit peu le labyrinthe temporel, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on sort à des endroits à un moment donné, et puis en fait, on revient par une autre porte un peu plus tard, et en fait, on a une vision différente du même problème, quoi. C'est les données de l'expérience, en fait. Bon, moi, c'est quelque chose que je découvre maintenant parce que j'ai commencé à avancer en âge, et donc je redécouvre l'innocence dont j'avais pas conscience ces 40 dernières années, en fait, voire plus, parce que et voilà, donc bon. Par rapport à ce que tu disais concernant en fait les réponses définitives, oui, en fait, bon, voilà, avec l'expérience, on s'aperçoit aussi que nos points de vue changent avec l'âge. C'est-à-dire que bon, voilà, en acquérant plus d'expérience de la vie, voilà, on a des points de vue plus nuancés sur pas mal de questions, et on aborde les choses et les problèmes sous des angles nouveaux qui nous font relativiser davantage et comprendre plus encore que effectivement en fait les réponses définitives sont rares, et que bon voilà. Ouais. Pour une raison simple, c'est que c'est dans le logos, c'est dit par le terme logos, c'est ton expérience sensible qui, elle, te donne ta vérité. Elle se mesure là, dans la baignoire, pas dans la salle de douche. Dans la salle de douche, ça ne peut pas capitaliser comme ça le fait. Donc quand tu passes par l'expérience, si tu passes par l'expérience, tu es dans l'intime. Si tu passes dans l'intime, tu es dans quelque chose d'évolutif qui t'apporte pas à pas, étape par étape, des connexions nouvelles. Tu fais des rapprochements que tu ne te permettais pas quand tu avais 20 ans de moins. Matière et mémoire, et Voilà. le mouvant. Et moi j'ai découvert le côté balancement, c'est-à-dire la pulsation qu'il y a dans matière et mémoire par exemple, mais ailleurs. Dans le logos lui-même c'est pour, contre, synthèse. C'est la dissertation, quoi, en 3 points. Premier point, je défends. Deuxième point, j'attaque, ou alors l'inverse. Et ensuite je fais une synthèse. Ça, c'est l'ordre du discours. Mais oui, bon, est-ce que... mais c'est une application logique de quelque chose qui a des prolongements plus profonds. Et qui lui... Dans la vie, en fait, les questions qu'on se pose, je pense, à mon avis, en fait, les questions qu'on a à se poser soi-même, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa relation
avec les autres ou le monde, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se donne des réponses en suspens, mais bon, qui sont toujours ajournées la plupart du temps. Et, mais ouais, je pense qu'on est beaucoup plus... je sais pas, peut-être que c'est ma personnalité qui me fait dire ça, quoi. La plupart des autres personnes sont différentes et agissent comme tu le dis, quoi. Elles essaient de donner des réponses plus catégoriques et plus définitives, quoi. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, souvent, je laisse en suspens et bon, et j'attends de voir comment ça évolue. Et souvent, en fait, bon, après, les choses s'éclaircissent d'elles-mêmes. Ouais. Tu as appris les valeurs du temps, de la durée. Oui. Mais bon, Efficacité. c'est ma personnalité aussi, en fait. Hein. J'ai toujours été... Je suis un contemplatif, comme me disait Contemplatif. un prof de philo que je connais. Un contemplatif. Oui, c'est bien, contemplatif. Ouais. Mais j'ai bien aimé ton image de la baignoire. C'est vrai qu'en fait, on peut avoir des révélations dans son bain, parce que le bain, il y a un côté relaxant, quoi, déjà. Donc c'est vrai qu'on a une disposition d'esprit ouverte, quoi, tranquille. Et voilà. Enfin, il ne faut pas s'appeler Marat, parce que là... Ah oui, Marat. Son bain lui a été fatal. Ouais. Bon. Je vais un petit peu filmer les arbres parce qu'ils sont très beaux là. Hein, ça va nous faire Tout à l'heure, je te parlais des arbres. Oui. Ils n'ont pas fini de nous étonner. Ils étaient là avant que les gîtes arrivent dans cette maison. Ah bon? Ces arbres. D'accord. Donc, tu regardes, il y en a plusieurs. Ah ouais. Ils ont été... Ce parc a été souvent élagué, comme c'est normal, replanté. Enfin, il y a un entretien, c'est bien. Il y a par exemple cet espace-là qui est une clairière. Il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, il y avait des bosquets là au milieu. Ah ouais. Donc ça a profondément changé. Mais en même temps, les arbres, parce qu'ils sont anciens, ils ont, je sais pas, vu de nez au moins un siècle et demi pour les plus anciens, peut-être deux. Et ça, c'est des pins. Donc il y a... Ça, c'est un micocoulier. Il y a un micocoulier, oui. Ouais. Celui-ci qui nous envoie ses branches. Là, c'est un acacia. Là-bas, c'est un acacia. D'accord. Il y a encore... Un laurier blanc ou rose, on sait Il n'y a pas très longtemps, il y avait un néflier remarquable, mais il n'existe plus. D'accord. Il se trouvait là-bas. Et donc, dans l'angle, il y avait des arbres remarquables qui ont péri, quoi, maintenant. Mais les plus anciens qui restent ici, je disais, nous donnent leur ombre et leur soleil, les mêmes que ce qu'étaient l'ombre et le soleil de ces mêmes arbres, il y a un siècle, 120 ans. Et ça me touche toujours de rapprocher des époques historiques différentes dans une durée, de trouver une durée commune. C'est la vie de l'arbre qui m'enseigne que ça va plus loin. Par exemple, il n'a pas pensé en parler, Stefan Zweig, par exemple. Non. C'est très poétique ce que tu dis là. Ah bon? C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir la même ambiance, c'est-à-dire qu'en fait, le même climat émotionnel, on va dire, parce que là c'est une ambiance lumineuse donc, qui appelle au calme, avec cette ombre dominante, ces petites éclaircies tamisées, c'est apaisant, c'est calme. Effectivement, en fait, on peut imaginer qu'il y avait exactement le même type de... le fumure là, en fait, il a plus de 150 ans, je pense. Et la brise légère qui bouge légèrement les feuilles. Ça, Walter Benjamin en parle. Le décor était peut-être le même à l'époque des gîtes. Le frémissement d'une feuille, c'est très impressionniste. Montpellier est une ville où beaucoup de peintres, Basile, etc., il y a beaucoup d'impressionnistes courbés qui sont venus ici. Et c'est pas pour rien, c'est qu'il doit y avoir un certain rapport entre ombre et lumière qui désigne spécifiquement tel ou tel lieu, singulier.
dans sa singularité, cette feuille me rapproche de toutes les feuilles. Et cette feuille, c'est le vent. Parce que si je la vois, c'est parce qu'elle bouge et que ça attire mon œil, et ça, c'est le vent qui me parle d'une certaine façon, qui m'adresse un message. Alors, est-ce que c'est ça la philosophie dernière de l'impressionnisme? Je ne sais pas. Mais enfin, les lumières peintes par Courbet, par exemple, à partir du Lys, il y avait des vaguelettes, parce qu'il y avait un petit peu de vent de surface à la surface de l'eau. Et ces jeux de lumière, tu sais, c'est comme les peupliers. Il y a un côté de la feuille qui est blanc, l'autre côté qui est vert. Et quand ça tremble, comme il y a, Au niveau du boulot, il y a des ambiances russes quoi, qui ne sont pas de chez nous, comme on dit. ouais, ouais, De la même manière, les plaines du Pô, avec leurs arbres plantés de manière quasi symétrique, ouais. amènent des ambiances Mhm, qui sont propres à cette région. mhm. Oui, mais alors c'est indéfinissable en même temps. Parce que c'est une feuille qui tremble qui te met sur la piste de tout ça. Alors elle participe à une ambiance, en fait, elle donne la couleur d'une ambiance. En fait. Ouais. Mais ça traverse et ça donne, ça communique ailleurs, quoi. Ouais. Ça devient un phénomène central. C'est un phénomène vibratoire, ça me dit, Oui. comme on dit, en fait, Oui. au niveau de, pas au niveau de l'air, Mhm. voilà, au niveau des sons, sans doute aussi, parce qu'on Mhm. parle du frémissement, Ouais. du bruissement, même si l'onde sonore est peu perceptible, en fait, C'est très léger. voilà, Mm. on perçoit rien que par l'œil, parce qu'en fait, Mm. en voyant trembler le feuillage, Mm. voilà, on a une perception du mouvement de l'air. Ouais, ouais. Et ça nous donne cette sensation forte d'être ici. Ouais. Je suis ici. Là, effectivement, là, on s'inscrit, on parlait tout à l'heure de s'inscrire, en fait, Mhm. l'inscription du monde, en fait. Mhm. Là, on s'inscrit dans le monde, en fait. On a le sentiment de notre inscription Ouais. dans le monde. Le monde nous accepte, il nous invite. Ça fait penser à des propos de Pasolini à la fin de sa vie, qui avait écrit un vers qui disait il avait le sentiment que le monde le rejetait. C'est-à-dire qu'en fait, il était arrivé à un niveau de perception Mhm. pas du monde moderne, enfin, si du monde moderne, enfin, pas, non, c'est pas ça, c'est pas tant ça, mais de l'état politique du monde, en fait. C'était Mhm. à l'époque où il écrivait Pétrole, etc. Mhm. Et voilà, il avait le sentiment d'être rejeté par le monde, et qu'en fait, il voyait son évolution avec la société de consommation et son expansion à travers les grands ensembles périphériques Mhm. dans les grandes banlieues urbaines de Milan, de Mhm. Rome, etc. Et voilà, il voyait ça bon, comme un bulldozer qui arrivait, et Mhm. son rêve, en fait, il était ancré dans le passé, comme on disait. Mhm. Solo una forza del passato. Mhm. Et, Je suis une force du passé. ouais, c'est dans un court métrage, en fait, il cite un vers, je ne connais pas par cœur, mais ça commence comme ça. En fait. Et Faulkner qui dit le passé ne passe jamais. Ça a été cité par Barack Obama dans un de ses discours. D'accord. Et ça veut dire beaucoup de choses sur le passé de l'esclavage en particulier. Ah oui, oui, Le effectivement. passé ne passe jamais. Mm. Sa Mhm. femme, Michel, lui n'est pas descendant d'esclaves, Mhm. mais son père est africain, sa mère aussi. Mais ces anciens Africains devenus esclaves vivent, Mhm. parfois fort bien, parfois aussi dans la misère, mais ils vivent, ils sont là. Et eux, quand ils veulent s'inscrire dans le passé ou explorer leur passé, ils trouvent l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose Mm. de très puissant. En ce moment, ça bouge d'ailleurs de ce côté-là. Il y a de plus en plus de mouvements anti-blancs en Afrique et en Amérique du Nord. Ouais. D'accord, Et c'est dangereux ce qui arrive là. d'accord. Sous prétexte de laver le passé colonial et de dépasser, etc., c'est extrêmement explosif. D'accord. Ça provoque l'apparition de populisme très dangereux. C'est pas parce que les Noirs sont noirs qu'ils sont populistes, mais certains d'entre eux le deviennent en ce moment. C'est-à-dire non seulement ils relèvent la tête, mais ça va au-delà, quoi. Ça va
œil pour œil, dent pour dent. Mm. Alors bon, moi, je suis le premier à dire que c'est important, le travail des historiens. C'est en partie des Noirs américains historiens qui sont allés faire des nouvelles recherches en Égypte et dans les régions autour de l'Égypte, c'est-à-dire au fond la moitié ou les trois quarts du continent, et qui ont mis au jour le fait que la plupart des pharaons qui avaient été spontanément enregistrés comme blancs par les historiens européens ou américains, il s'avère que, avec les ADN, etc., on a établi qu'il s'agissait pour la plupart de gens de couleur, comme on dit. Donc ça, c'est quelque chose qui ensuite a fait boule de neige dans les universités du sud des États-Unis en particulier, et ailleurs. Et donc, oui, il y a une montée d'un mouvement assez général, parce que ça touche l'Afrique du Sud, ça touche... il y avait, aux alentours de 1900, il y avait une église en Afrique du Sud et aux États-Unis qui s'appelle, qu'on connaît sous le nom les Éthiopiques, l'église éthiopienne. Ça s'est prolongé avec Marcus Garvey, quelques autres. Et donc, il y avait un projet ils ont racheté un bateau pour retourner en Éthiopie. Ils ont pris des contacts, ils ont envoyé des ambassadeurs, enfin des envoyés à Haïlé Sélassié qui avait accepté de les recevoir, l'empereur, le Négus. Et ça, c'est 1920-1925. Alors ce bateau a été entretenu, etc. Et puis finalement, ça ne s'est jamais fait. Le transfert n'a pas eu lieu. Mais l'église éthiopienne, Maurice Lénard, qui était missionnaire en Calédonie et ensuite ethnologue au Collège de France pendant 2 ans. Maurice Lénard a écrit sur les Mélanésiens, de Calédonie, etc. Mais il a fait sa thèse, toujours pareil, de maîtrise sur les Éthiopiens, l'église éthiopienne en Afrique du Sud. Donc ça veut dire qu'en 1895, il y avait des Noirs américains, pasteurs pour la plupart, qui venaient rencontrer leurs homologues en Afrique du Sud, dans le climat de l'époque, avant l'apartheid. Et ça, donc, il décrit cette église, qui est une église syncrétique, chrétienne, mais qui est assez particulière du point de vue de son récit. Le récit de la création, d'où est-ce que nous venons, quoi. Et Lénard étudie ça très bien. C'est un petit texte aujourd'hui presque méconnu, sauf quelques spécialistes qui auront lu un petit peu de Maurice Lénard. Et donc c'est une histoire très intéressante, quoi. Celle du rapport entre blanc et noir, celle des relations interraciales, tout ce qui est incarné justement par le couple Obama. Parce que lui, dans ce couple, il est connu qu'il n'est pas d'ascendance esclave, mais kenyane, je crois. Et ça, alors que Michel, sa femme, elle au contraire, elle participe d'une famille qui a survécu, qui a traversé, mais ils étaient des esclaves. Voilà. L'actualité d'hier, en fait, c'était une délégation guyanaise d'autochtones qui était venue à Paris pour réclamer en fait de récupérer les ossements en fait de leurs ancêtres, Ouais. qui avaient été exhibés au début du XXe siècle dans des os humains en fait. Ouais. Voilà, Ouais. j'ai vu les images, c'était assez prenant, puisqu'en fait, bon, Ouais. il y avait leurs descendants qui étaient là, en fait, et qui étaient devant leurs ossements qui sont entreposés. C'était peut-être, je suis pas sûr que ce soit au musée de l'Homme. Ça, tu as peut-être vu les mêmes images. Oui, c'est le musée de l'Homme, je pense. D'accord. Mais il y a le cas de celle qu'on appelle la Vénus autantote. Oui, c'était l'actualité d'il y a pas une dizaine d'années, mais bon, il y a quelques années en arrière. L'Afrique du Sud ne voulait pas, finalement, qu'elle revienne. Ah oui, Ah non, ils ne voulaient pas. Ils estimaient que c'était plus pertinent si
si elle restait là où on l'avait mise, quoi. C'était pas qu'il voulait pas la recevoir, c'était qu'il voulait qu'elle reste là pour continuer, pour que ce soit un témoignage, quoi. Et ça, c'est juste. C'est un peu cruel parce qu'on a tendance à mettre toutes sortes de choses dans le même sac, mais c'est juste. Il y a un travail d'autocritique qui doit être fait par les uns, mais moi je descends peut-être d'esclavagistes sans le savoir. Et est-ce que les enfants sont coupables des crimes de leur père? C'est cette fameuse question toujours. On revient à la question de départ. La justification. Ouais. Là, il s'agit de savoir si les parents qui ont survécu à la mort de leur enfant parti dans la SS et qui n'a pas fait long feu, puisque ça n'a pas duré très longtemps cette histoire, pour eux, maintenant, comment survivent les parents, quoi, à cette histoire? Et quand tu te promènes en Alsace, moi ça m'est arrivé souvent, j'étais pas grand, j'avais presque l'âge d'être enrôlé dans la SS, c'est-à-dire j'avais 12 ans par là. Et dans les rues du village où j'allais voir mes oncles et mes tantes qui me recevaient pour les vacances, donc on se baladait en vélo, et plusieurs fois, des gens différents, ça m'est arrivé dans des villages différents, Riquevire, Cernay, etc. Plusieurs fois. Comment est-ce qu'ils savaient qui j'étais de cette façon? Ils en savaient long sur mon compte. Et moi je savais même pas qui c'était ces gens. Alors on passait en vélo, un monsieur nous appelait, venez boire un verre, il nous offrait de la bière. En général, il profitait du fait que les parents n'étaient pas là, il nous offrait de la bière. Mais bon, on aurait pu boire du sirop, et puis des cigarettes, bon. Et il nous disait... Qu'est-ce qu'ils font du sirop de sureau? Oui, de l'alcool de sureau et du sirop, oui. Toujours. Ouais, assez très bon. Mais alors il nous indiquait que... Il nous posait la question, il nous disait, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors, soit tu te positionnes comme jeune soldat d'origine alsacienne, soit tu te positionnes comme tu veux, mais qu'est-ce que vous auriez fait? Et moi, je me souviens avoir répondu d'instinct. Finalement, je suis assez content d'avoir répondu ça, parce que je ne m'étais pas posé la question. Mais j'ai répondu, j'aurais fait comme les autres, il n'y avait pas le choix. Soit c'est une balle dans la tête, soit tu viens. Et dans ces cas-là, tu cherches à sauver ta peau, quoi. Et le gars était content, je voyais qu'il était content de ma réponse. Et après, il me disait, tu te rends compte de tous ceux qui sont morts sur le front russe? Ah ben oui, je dis, c'est la guerre, quoi. J'ai répondu ça, c'est la guerre. La guerre, t'as pas le choix. T'es soldat, si tu sors des ordres, tu as une balle dans le crâne, c'est bon. T'as compris, quoi. Il faut sauver ta peau. Donc, bon, il était content que je dise ça parce que ça avait l'air de le soulager d'un certain poids. Parce qu'il se disait, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour que ma famille et moi, on soit dans l'opprobre, dans la honte, parce ils ont été défaits. Du côté allemand, c'était la défaite. Donc, eux, ils étaient restés là, dans ce train-là. Et du coup, l'après-guerre était très dure. Parce qu'ils ne savaient pas si les autres allaient les considérer comme des traîtres, tu vois, des choses comme ça. Et c'est ça qu'il faut arriver à affronter, enfin à vivre, à essayer d'aider les gens à vivre ça, quoi. C'est pas facile. C'est pas facile. Mon père essayait de les dissuader d'envoyer leurs enfants, mais comment est-ce qu'eux, ils savaient pas quoi faire. Il fallait traverser les Vosges à pied, il fallait avoir des contacts de l'autre côté. Qu'est-ce que l'enfant allait faire? En admettant qu'il arrive à sortir, à passer la frontière, qui était bien gardée, qu'est-ce que tu allais faire de l'autre côté après, en France occupée? Si tu n'as aucun contact, tu es alsacien, ton univers se réduit à quelques villages, et tu n'as pas le carnet d'adresse pour aller sur la Côte d'Azur ou Dieu sait où. Et donc, la plupart n'ont pas pu se dérober, quoi. Voilà. Mais il leur disait, vous le savez, hein, c'est comme donner votre enfant directement aux enfers. Et effectivement, l'expression n'est pas trop lourde. C'est en effet donner ton enfant aux enfers. Parce que la SS, c'est... Après, en fait, ceux qui avaient été enrôlés de force, malgré leur volonté, en fait, Ouais. ils avaient par la suite le choix de ne pas dénoncer le fuyard qu'ils avaient vu sous le camion, Oui. par exemple, ou Oui. de garder en fait
une certaine propreté de Ouais. conscience en Bien fonction d'événements qui leur permettaient d'avoir, voilà, de, bah, de s'inscrire là pour le coup dans leur choix, enfin le fait de faire des choix, des choix moraux. Ouais. Hmm. Mais il y a eu Mais c'est plusieurs vrai fois, qu'après, bon, là, ouais, ça me fait penser à l'histoire des vaccins récemment. Là, en Mhm. fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, il y a un temps où on peut y réchapper, mais bon, il y a un moment où, en fait, là, je pense par exemple, bon, le cas particulier des soignants, bon, Ouais. qui ont été obligés de se faire vacciner. Bon, voilà, la contrainte, au bout d'un certain moment, bon, elle est. Ah bah oui, Ouais. tu peux pas dire non. Mhm. C'est comme ça. Enfin, tu peux toujours dire non, Ouais. mais bon, après, bon, Les c'est. Moi, conséquences. j'ai un ami là qui était en école d'infirmier, en fait. Bon, il avait fait un choix de vie. Ils avaient acheté un appartement quelques années auparavant, et donc il était en formation d'infirmier. Et bon, par rapport à ses contraintes existentielles vis-à-vis de ses crédits, etc., bon, il n'avait pas vraiment le choix, quoi. Bon, maintenant, en fait, il a un petit peu feinté, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il s'est fait vacciner malgré tout, mais bon, il avait consulté sur Internet des avis qui disaient qu'en fait, on pouvait un petit peu contraindre les effets du vaccin en faisant ceci, cela. Ouais, voilà. Je sais plus si c'était pas en buvant beaucoup, mais enfin bon, il y avait certains antidotes, entre guillemets, qui permettaient d'atténuer les effets négatifs supposés du vaccin. Mhm. Mm. Et oui. Bon. On va peut-être arrêter là, moi je suis fatigué aussi. Hein. Ouais, oui. Oui, j'ai mal au dos. Merci de la conversation. Merci Gabriel. Je vais filmer un petit peu les arbres. Ah oui. Tu peux te lever si tu veux. Ouais, très bien.
incipit oratio Ieremiae prophete. Recordare Domine quid acciderit nobis in